cours de mes prospections, et en général à toute occasion, un questionnement a peu à peu pris pour moi de l'importance. Basé sur l'observation, je m'interroge sur l'influence de l'activité de l'homme sur l'abondance des populations de papillons. Avant tout, il faut bien avoir à l'esprit que pour pouvoir vivre et se reproduire, un papillon a besoin d'un biotope propre à son espèce. Il vit donc là où poussent sa ou ses plantes hôtes, nourriture de ses chenilles, et à proximité d'une abondante source de nectar. Considérons tout d'abord l'étage collinéen, qui est celui que nous habitons la plupart du temps et qui se situe dans les Pyrénées en dessous de 500 mètres à 800 mètres suivant l'exposition. Nous imaginons toujours les papillons voltigeant au-dessus des grandes prairies fleuries. Il peut nous sembler qu'ils y soient inféodés, mais en réalité, ces espaces représentent avant tout, pour beaucoup d'espèces que nous côtoyons, uniquement une source de nourriture. Même si celle-ci abrite une abondance de plantes hôtes, les papillons femelles les délaisseront, recherchant à pondre dans des endroits abrités, protégés de la pâture du bétail et des intempéries. Elles inspecteront ainsi les lisières forestières, les bords de chemins, les abords de buissons. L'observateur remarquera que leur choix est difficile, hésitant. De même, les espèces ayant pour plantes hôtes certains arbres et arbustes choisiront les peuplements de lisières et de clairières et préféreront certains rameaux à d'autres dans un souci de confort et de protection de leur future progéniture. À partir de ces constats, on peut donc mieux appréhender l'impact de l'homme sur ces biotopes. Nous pouvons comprendre que l'excès de nettoyage de ces zones potentielles de reproduction influe néfastement à l'épanouissement de ces papillons et autres petites faunes. Mais un embroussaillement épais de ronces et fougères, par exemple, étouffera la végétation herbacée, source de nourriture d'éventuelles chenilles. Le juste milieu doit être recherché. Il est clair que le coureur de papillons évitera les grandes surfaces cultivées. Outre les traitements dits phytosanitaires, les remembrements ont détruit le bocage, éliminant les anciennes limites de parcelles, constituées de haies, d'arbustes et de quelques arbres, autour et sous lesquels poussait une végétation herbacée, refuge et nourriture d'une petite faune. La quasi-totalité de la faune a donc disparu du cœur de ces immensités. Les sangliers et les chevreuils sont les seuls à bénéficier du gîte et du couvert que leur offre la monoculture. L'utilisation à des fins agricoles d'herbicides, comme le fameux glyphosate, mais aussi d'insecticides pour lutter contre les ravageurs, affecte les abeilles et en règle générale l'ensemble des insectes butineurs, dont les papillons. Du fait du vent, la toxicité de ces produits dépasse largement les surfaces traitées. Au niveau des jardins particuliers, potagers ou d'agrément, soyons conscients que l'utilisation de pesticides, même bio, n'est pas sans conséquence. Pour exemple, le fameux bacille de Thuringe contre la pyrale du buis touche directement toutes les espèces de papillons diurnes comme nocturnes. Nous pouvons également imaginer l'impact néfaste local des traitements contre les moustiques tigres sur les insectes, dont les papillons.
Abordons à présent le pastoralisme de Piémont dans les régions où, du fait du relief, l'élevage est extensif. Dans ces régions dites collinéennes, les cultures destinées à l'alimentation du bétail sont souvent sur des parcelles de taille réduite, faisant encore partie d'un bocage où alternent prairies de fauche, pacage et culture. C'est dans ces milieux ouverts que s'épanouissent de nombreuses espèces de papillons. Comme nous l'avons déjà évoqué, c'est en bordure de ces parcelles, des chemins, des fossés, où des végétaux poussent librement rabaissés régulièrement par la main de l'homme, que la plupart des chenilles trouvent leur nourriture. Cependant, quelques espèces se reproduisent également en pleine prairie. Lors des fenaisons, le matériel d'antan travaillait lentement. La petite faune fuyait. Les chenilles, trop lentes, se laissaient tomber au sol, échappant aux barres de coupe dont la fauche n'était jamais rase, afin d'éviter que cailloux et taupinières n'émoussent ou brisent les dents des lames. La rapidité de travail du matériel agricole contemporain change la donne. La faune, souvent surprise, n'a pas le temps de fuir. De plus, les prairies sont fauchées et récoltées à ras le sol et au plus près des bordures. Ces façons culturales modernes détruisent plus qu'autrefois la petite faune. Les milans et autres grands oiseaux l'ont bien compris. Ils arrivent rapidement sur les lieux derrière les tracteurs pour profiter de cette manne carnée, morte ou blessée avant qu'elle ne soit emballée, mélangée au fourrage. J'ai pu constater qu'une fois le foin consommé, sauterelles, chenilles et autres petits animaux desséchés ayant échappé à la vue des rapaces et corbeaux se retrouvent avec la terre et les menus cailloux des taupinières au fond des mangeoires. Mais l'activité du paysan demeure ici nécessaire. Quoique destructrices, les façons culturales maintiennent des milieux dits ouverts, favorables entre autres aux papillons. Une prise de conscience et quelques réglages mécaniques pourraient préserver en partie cette petite faune qui sert de nourriture à de nombreux petits oiseaux insectivores tout au long de la belle saison. Dans toutes ces zones d'élevage, l'abandon du pastoralisme favorise dans un premier temps une abondance de biodiversité. Mais rapidement, l'ensauvagissement étouffe les anciens milieux ouverts. Un changement floristique et faunistique s'opère alors. Les espèces ayant besoin d'espaces ensoleillés laissent à terme la place aux seules espèces forestières. En période de sécheresse, particulièrement dans les régions de climat méditerranéen, les incendies peuvent sinistrer localement ces zones pastorales, parfois immenses, abandonnées à la broussaille. D'autres milieux sont extrêmement sensibles. Il s'agit des zones humides. Les espèces de papillons les plus vulnérables et protégées en France y sont pour 7 d'entre elles inféodées. L'homme a exploité de nombreuses tourbières, mettant à mal les cortèges floristiques et faunistiques liés à ces milieux particuliers. La plupart des marais ont été asséchés pour les cultures notamment du maïs, du pain maritime. Ailleurs, c'est pour lutter contre les moustiques ou créer des infrastructures. Des lacs ont remplacé des vallées humides.
Le drainage agricole a quadrillé le territoire et rectifié les cours d'eau, favorisant les inondations par ailleurs. Les zones humides sont dans beaucoup de régions devenues relictuelles, isolant des peuplements animaux ou végétaux. Nos Pyrénées abritent 6 de ces 7 espèces de papillons diurnes. Le damier de la Sucise est celui le moins menacé, car se déplaçant aisément à la recherche de territoires humides, où croissent les scabieuses sucises. Le nacré de la bistorte, lui, ne s'éloigne guère de ces milieux humides montagnards, où pousse la renouée bistorte, plante haute de sa chenille. Nous le trouvons dans les Pyrénées à l'est de la chaîne, parfois en compagnie du cuivré de la bistorte, extrêmement rare et cantonné à quelques tourbières d'altitude, en Ariège et dans les Pyrénées-Orientales. Autrefois abondant dans la lande tourbeuse, le fadet des lèches est extrêmement menacé. Il vit sur les tourbières de plaine devenues rares. De nombreux organismes œuvrent à la protection et la reconstitution de ces milieux. Dans les Pyrénées, seulement 2 ou 3 tourbières abritent dans sa partie occidentale ce magnifique papillon. Un autre papillon, un petit lycène montagnard, l'azuré des Moulières, survit également dans quelques prairies tourbeuses de moyenne altitude. Il a la particularité de vivre sur une petite gentiane, inféodée au milieu humide, la gentiane pneumonante. Nous avons le privilège d'héberger dans quelques prairies du sud du Comminges la 6e espèce de papillon inféodée aux zones humides, le cuivré des marais. J'ai pris le temps de suivre la santé de ces populations et d'essayer d'évaluer l'importance de la conduite du pastoralisme sur les parcelles qui l'abritent. L'assèchement par drainage de ces zones humides, le surpâturage en période très humide, la fauche et broyage des refus ont sans doute un impact sur ces espèces. Mais l'abandon de l'entretien par la pâture et la lutte contre l'envahissement des ligneux mènent également au changement de biotope. Saules et aulnes s'installent rapidement, transformant l'ancienne prairie humide en bois. L'éloignement des populations, empêchant les échanges génétiques, des associations œuvrent de concert avec les propriétaires responsabilisés à la réhabilitation de petites zones relais et de couloirs favorisant les échanges entre les groupes. Équipons-nous à présent de chaussures de marche et allons observer notre influence sur l'espace montagnard. En milieu forestier, j'ai souvent fait d'intéressants inventaires le long des accotements des chemins, des pistes forestières et des routes ouvertes par l'homme au cœur des massifs. Ici, les broyages des bordures ont un double impact contradictoire sur les papillons. Ils maintiennent des couloirs ouverts où l'ensoleillement permet la pousse des plantes hautes et nectifères propices à de nombreuses chenilles et papillons. Mais ils détruisent également provisoirement faune et flore lors de leur passage. Nous pouvons donc penser que la limitation des passages ne peut qu'influencer positivement l'épanouissement de papillons. En montagne, les pratiques d'élevage ont entretenu d'immenses espaces pastoraux. L'alternance d'estives, de bosquets, de zones rocheuses plus ou moins inaccessibles, de ravines, ont permis jusqu'alors la conservation d'une importante diversité de papillons. Les espèces montagnardes font légion. Ici aussi, l'activité humaine permet le maintien de ces milieux.
Dans certaines zones, l'élevage régresse et des estives sont délaissées, les conditions de vie, de travail des bergers devenant trop difficiles. Amplifié par la hausse des températures, due au dérèglement climatique, l'embroussaillement puis la colonisation des ligneux est notable. Certaines communes, des groupements pastoraux, secondés par divers organismes sensibles à la préservation de la biodiversité, s'emploient à limiter l'ensauvagissement et encouragent le pastoralisme. Sur certaines montagnes, l'homme concentre une densité élevée d'animaux qui occasionne un surpâturage. De grands troupeaux de chevaux raclent littéralement des estives, ne laissant que peu de chance à certains papillons d'effectuer leur cycle. Ailleurs, sur des alpages peu pâturés, l'écobuage se développe pour faire face au déclin du pastoralisme. Généralisée ou nullement raisonnée, cette pratique ancestrale détruit la petite faune qui ne peut recoloniser qu'à partir de zones épargnées par les flammes. Sur un biotope rocheux particulier, dans des conditions climatiques extrêmes, croît dans nos Pyrénées un petit érodium extrêmement rare versant français, l'Érodium glandulosum ou bec de grue glanduleux. 4 stations répertoriées de cette plante hébergent des colonies d'Argus castillan, dont les chenilles sont soignées par une petite fourmi. L'une de ces stations s'est développée à la faveur de travaux de mise en place d'une conduite forcée alimentant dans la vallée une centrale électrique. Le terrassement d'un sentier et l'apport de ciment ayant modifié durablement ce milieu, plantes puis papillons ont saisi cette opportunité pour s'installer sur un biotope localisé et à leur convenance. En prospectant plus à l'est des Pyrénées, en débouchant des gorges audoises de la Pierre Lisse, nous abordons le Roussillon. Le paysage qui s'étend devant nos yeux est dépaysant. Nous traversons un magnifique vignoble qui côtoie garrigues et maquis riches en espèces méditerranéennes. L'odeur des traitements de la vigne et des fruitiers me surprend. Une question sans réponse m'interpelle alors. Quel est l'impact sur la nature de ces pratiques? Sur les terrains où les vignes ont été abandonnées, car peu rentables, s'installe souvent, au travers des cailloutis, l'aristoloche, qui abrite un merveilleux papillon proche parent de l'Apollon. Il s'agit de la proserpine, protégée au niveau national. Deux sites au moins dans la garrigue, l'un au sud de l'Aude et le second dans les Pyrénées-Orientales, abritent un autre papillon protégé, lui très rare chez nous, plus abondant en Espagne. C'est le rutilant damier de Godard, dont les populations ont profité de la colonisation des abords chaotiques d'anciennes carrières par la céphalaire blanche. Cette plante méditerranéenne nourrit ses chenilles. Essayons à présent de tirer des conclusions objectives sur l'ensemble de ces observations concernant l'impact des principales activités humaines sur les papillons. Tout d'abord, il faut savoir que les insectes, dont les papillons, ont un pouvoir de recolonisation important. S'ils trouvent les conditions idéales à leur reproduction, leurs populations peuvent rapidement proliférer.
Une femelle de papillon peut pondre plusieurs centaines d'œufs, dont en moyenne 2% deviendront insectes parfaits. Dans un contexte favorable, ce pourcentage peut atteindre plusieurs dizaines de pourcents de réussite. Pour exemple, j'ai observé le devenir de coupes forestières dites rases au milieu du massif de hêtres de la montagne de Paloumer. Le sous-bois d'une hêtraie est particulièrement pauvre. La litière de feuilles fait écran à la végétation qui y est clairsemée. 3 ans après cette coupe, la végétation herbacée exubérante, principalement du brachypode, mais également d'autres graminées et plantes basses, ont recouvert l'ancien sous-bois. Je notais donc, en fin d'été, une belle population de 5 ou 6 espèces de papillons y ayant prospéré, trouvant là leur bonheur. Il faut bien comprendre que sur notre territoire français, aucune espèce de papillon n'a disparu depuis des décennies, voire des siècles. De nouvelles espèces, pas toujours les bienvenues, viennent régulièrement enrichir notre patrimoine. C'est l'abondance des populations qui a considérablement chuté sur de grands territoires. Rassurez-vous, les Pyrénées sont pour le moment bien préservées, mais pour toutes les raisons citées précédemment, elles pourraient être affectées par leur diminution. L'homme, dernier maillon du règne animal, a besoin de la nature nourricière. C'est elle qui l'alimente et lui fournit toutes les matières premières. Il a également besoin de poésie. La beauté et le vol d'un papillon en font partie. Mais la nature, même si elle peut s'en passer, est adaptée à sa présence en son sein. De nombreuses espèces sont commensales de l'homme, voire en symbiose. La blatte, le moineau, le pigeon, le goéland argenté, la souris ou le rat vivent chez nous à nos côtés, profitant de nos restes. Le rouge-gorge, le merle affectionnent notre proximité. Les hirondelles et martinets trouvent, du moins trouvés, gîtent dans nos granges ou contre nos façades. Nos troupeaux attirent de nombreux insectes, source de nourriture aux hirondaux. Les papillons nous enchantent, profitant du nectar des buddléias qui embellissent nos jardins. La remise en question et les choix politiques d'orientation en matière de pratiques agricoles, pastorales, écologiques et sociétales, la gestion réfléchie de nos espaces verts privés ou publics sont certes importants, mais notre responsabilité et nos choix personnels primordiaux. Nous sommes capables du meilleur comme du pire pour l'environnement, et donc pour nous par voie de conséquence. La nature est à la fois fragile, mais plus forte que nous. Elle s'adapte, nous surprend. Elle est belle, douce, mais sans état d'âme et souvent dure et cruelle. Notre sensibilité peut nous sauver si notre intelligence ne sert pas à notre cupidité. Nous prenons peu à peu conscience de l'univers fini dans lequel nous vivons. Rien n'est inépuisable. Nous avons un devoir de transmission, du savoir et de sagesse à nos enfants, mais aussi d'une nature préservée qu'ils devront transmettre à leur tour.